Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs pour cette nouvelle émission de Rabbin dans la Cité. Ce soir, aujourd'hui pour Rav Kremezi, on va essayer d'aborder le sujet délicat du monde du Kollel. Donc la question de ce soir, comment peut-on justifier aujourd'hui que la femme ramène la parnassa à la maison? Alors, un petit point d'histoire, puisque la notion de Kollel instituée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a près de 50 000, en tout cas en Israël, il y a près de 50 000 personnes qui étudient à plein temps la Torah, dans tous les milieux. Je rappelle juste la Takana de 1953, qui est finalement le vrai point de départ de ce monde des Kollelim, à savoir que le Chazon Ish, suite au fait que la Torah était complètement décimée dans les camps de concentration, il a engagé toute sa génération, à s'investir complètement dans la Torah pour relever le flambeau de la Torah. Eh bien, justement, le Chazon Ish, il a dit qu'il faut absolument que tout le monde s'investisse complètement dans la Torah, et par définition, qu'il fallait soutenir, pour ceux qui ne pouvaient pas justement étudier la Torah, on y viendra également avec la notion d'Issachar et Zulun, eh bien, l'idée qu'il y a des gens qui ont la capacité de s'asseoir, d'étudier, etc. Et d'autres qui ont la capacité de les épauler. La première question de ce soir pour Rav Sakoun, à savoir que finalement, eh bien, c'est vrai que dans la Gemara, dans le Talmud, on voit que chacun, peu ou prou, aux heures, aux époques qui l'intéressaient, eh bien, chaque Talmidei Chachamim des grands de la Torah, eh bien, ils avaient une activité rémunérée. Alors, combien durait cette activité? Mais en tout cas, ils avaient cette activité rémunérée. Alors, est-ce que finalement, on n'est pas dans un mode, dans une innovation, quelque part? Et du coup, je vous laisse intervenir sur cette notion d'innovation. Alors, la première question, que justifie que la femme travaille pour que l'homme aille étudier? On aura certaines femmes qui vont nous dire rien. Il n'y a rien qui justifie. Non seulement il n'y a rien qui justifie, mais si on regarde notre maître, le Rambam, il dit, l'homme va consacrer sa jeunesse à l'étude de la Torah, et ensuite il va acquérir un métier, une maison, et après il se mariera. Donc c'est le chemin du Rambam, et c'est aussi le chemin de nos familles, on a toujours été élevés comme ça. On a ici une décision qui est une décision ponctuelle et extraordinaire, qui est basée sur une notion importante, la sot, la shem, aferu toratecha, quand le besoin se fait sentir, c'est comme si on libérait une partie de la Torah pour agir différemment, c'est sous l'impulsion des maîtres. Et effectivement, c'est très bien, vous avez très bien présenté, il y a eu un moment où, votre comparaison elle est extra, il y avait un monde désolé, il y avait un monde où il n'y avait plus de Torah. Et les kollelim que l'on voit aujourd'hui, disons le phénomène de société que vous voyez aujourd'hui, il répond à ça. Ça ne veut pas dire que le modèle n'existait pas, et ça ne veut pas dire que ce n'était pas existant, il y a toujours eu. On dit que Yaakov, quand il a envoyé les enfants, la première chose qu'il a fait, avant même il a ouvert un kollel de Torah Box en Égypte. Donc avant même que les Juifs n'arrivent. Donc la notion, elle existe, elle est toujours. J'ai l'impression que ce que vous voulez mettre en avant, c'est surtout le côté maintenant, comme ça, c'est très répandu. Votre chiffre est impressionnant parce que c'est vrai que c'est 50 000, mais par rapport à la population globale d'Israël, c'est peu. C'est-à-dire qu'on est encore dans une mérite. Alors qu'est-ce qui justifie? C'est un accord commun qui va faire que la femme va accepter de prendre à sa charge pendant une période qui va être, on espère, la plus longue, mais selon sa force et selon ses moyens, et qu'elle va faire. Ce que nous voyons ici, nous sommes ici dans les locaux de Torah Box. Torah Box, ce sont des jeunes avrechim très talentueux et qui ont développé un nouveau format de diffusion de la Torah qui est tout à fait extraordinaire. Toute l'équipe, à ma connaissance, ce sont tous des gens qui sont passés par la yeshiva. Donc ce sont tous des gens qui ont, au moins pendant un certain temps, qui se sont inscrits dans ces kollelim, où ils ont reçu une bourse, qui est une bourse très souvent... On rappelle pour nos auditeurs que ça dépend énormément de l'endroit où on se trouve, du pays où on se trouve. En tout cas, en France, la moyenne, c'est autour de 800 €, d'accord? Et qu'en Israël, on est plutôt autour de
avec les aides d'État, etc., autour de 400, 500 euros. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une vie de sacrifice, et il faut avoir le courage de le dire, ce sont des gens qui choisissent un mode de vie particulier. Alors, vous posez, qu'est-ce qui justifie ? Ce qui justifie, c'est un projet commun de, et non seulement développer de la Torah, mais de construire une famille avec de la Torah. Et pour ce faire, il faut que le mari, dans un premier temps, il puisse étudier beaucoup et intensément, et qui consacre ses premières années. Donc ce qui justifie, c'est un projet magnifique. Vous avez parlé de la décision des maîtres de la génération pour développer la génération, et puis après il y a la question qui va nous intéresser, qui est la question de comment ça fonctionne un couple comme ça. Il y a le phénomène de société, mais vous avez un homme qui va épouser une femme, et ils vont décider ensemble, et le point est très important, ensemble de pouvoir permettre au mari de se consacrer très très intensément à l'accumulation de Torah pour qu'à son tour il puisse le rediffuser. Tous les cadres qui sont ici sont des gens qui ont adhéré à ce modèle. Attention, là, Oui. et là vous partez du principe que les gens étudient au Kollel pour un moment, donc ils emmagasinent pour un moment diffusé. Maintenant, c'est pas évident que ça soit ça le modèle du Kollel. Dans la Torah, on a une obligation. L'ilmod ou l'elamed, l'ishmor ou l'asot. L'enseignement, il fait partie de l'étude. Après, combien l'homme va étudier et combien il va enseigner, oui, le Mashiach, le Rav Wolbe nous disait, ça, c'est livré à l'homme. Tu peux étudier 10 heures et enseigner 1 heure. Tu peux apprendre 10 ans et enseigner 1 an. Mais le but de diffuser et le but d'enseigner, c'est une condition sine qua non. Ça se passera par des enseignements, ça se passera par écrire des livres, ça se passera par servir de modèle, ça se passera par développer des personnalités extraordinaires. Mais il y a une obligation de résultat, on doit faire avec la Torah qu'on apprend quelque chose, non ? Rav Kremizi, vous voulez compléter ? Oui. D'abord, bonjour. Je pense que on va peut-être un peu reprendre les étapes de la question que vous avez demandée. Vous avez parlé de plusieurs choses. Vous avez parlé de partenariat Torah-travail. Vous avez parlé de partenariat homme-femme. Et vous avez parlé de partenariat que la femme prend la responsabilité. Je pense que ce sont 3 notions totalement différentes qu'il faut bien partager à travers le temps et trouver peut-être où est-ce que dans le temps on a trouvé, et dans le Talmud, ce genre de questions. Le premier partenariat de la Torah qu'on a trouvé, qu'il y a un qui va étudier et que l'autre va travailler, c'est Issachar et Zevulun. Donc c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas le Chazon Ish, c'est pas Rabbi Akiba, c'est Yaakov Avinu pour promouvoir et s'assurer que la Torah va exister, les Netzach Netzachim, à l'éternel. Il a instauré qu'il y a un qui va se donner la Torah et que l'autre, il va travailler. Pas tout le monde est capable de pouvoir s'asseoir et de pouvoir étudier pendant 12 heures par jour. Alors, il y en a un qui va travailler et un qui va étudier. Le Rav Freikin disait, qu'est-ce qui est plus facile ? D'aller et de construire des rails de train et de casser des pierres ou d'apprendre une page de Gemara ? Il disait d'apprendre une page de Gemara. Et si on me demande d'où je sais, il dit parce que j'ai fait les deux. Pendant 5 ans dans les camps, j'ai construit des rails de train et j'ai cassé des pierres. Et après, j'ai étudié. Et croyez-moi, l'étude est plus difficile que casser les pierres. Donc ça, c'est un premier principe, c'est Issachar et Zevulun. Le deuxième principe, à savoir, est-ce qu'on a le droit de se baser sur nos épouses pour qu'elles puissent nous aider ? Là, la question va se poser en 2 étapes. Si un homme et une femme, entre eux, décident que la madame va travailler et qu'elle veut supporter son mari, je ne comprends même pas le débat pourquoi nous, on rentre dans les chambres à coucher de personnages. Si moi et ma femme, on décide certaines choses, ça vous regarde en nul moins, ni vous, ni tous nos auditeurs. Donc ça veut dire que si on parle un homme et une femme qui veulent faire certaines choses et qu'ils acceptent, donc on n'a pas à se mêler. Je pense que notre question qui se dépasse, c'est à savoir la question systémique de la chose. Que tous les élèves du yeshiva, ils veulent maintenant venir aller étudier et vouloir que leur femme, elle va travailler. Et en un mot, on te fait comprendre que si madame, tu veux marier un ben Torah, il va falloir que tu ailles travailler. Est-ce que la société a le droit d'imposer cette question et ce fardeau sur les épouses et sur les femmes en général en leur disant « Vous voulez un vrai ben Torah, vous allez devoir prendre la responsabilité du travail. » Je pense que c'est dans la 3e étape que nous avons la question. Sur ça, je prendrai la Gemara. Pression sociale.
Hein? C'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est le point de la pression sociale. Exactement. On veut dire qu'on ne parle pas ni du concept, ni de l'accord, on parle de la pression sociale. Sur ça, il y a une Gemara. La Gemara dans Masechet Kiddushin d'Af Chaftet Amud Bet. La Gemara, elle se pose la question, qu'est-ce qu'un homme, je pense que c'est ça que le Rav Sakoun ramenait la Gemara, et que le Rambam ramène, à savoir c'est quoi, quand est-ce qu'un homme doit étudier, et quand est-ce qu'un homme doit aller travailler. Est-ce qu'un homme, il se marie d'abord, et après il va travailler, il va étudier, ou d'abord il étudie, et après il se marie. Et la Gemara ramène deux opinions. Et la Gemara termine et dit, Halan vehaleu. Ça c'est pour nous, et ça c'est pour eux. Qu'est-ce qui est nous, et qu'est-ce qui est eux? Et là nous avons une panoplie de discussions dans les Rishonim, entre le Rashi, le Tosfot, le Ran, et plein de décisionnaires halachiques, à savoir, qu'est-ce qui est permis, et qu'est-ce que nous avons le droit de faire. Rashi, il dit que en Bavel, à cause qu'ils allaient en Israël se marier, parce qu'il n'y avait pas de grands yeshivot comme les yeshivot Eretz Israël, donc pour ne pas vivre avec les pensées négatives, alors eux, ils se mariaient et après ils allaient étudier. Tandis qu'en Israël, vu qu'ils étaient déjà en Israël, donc ils étudiaient et après ils se mariaient. Tosfot n'est pas de cette opinion et il dit que non. Et il dit que vu qu'ils n'auront pas leur femme avec eux, donc ça sert à rien de se marier, vaut mieux d'abord aller étudier et après se marier. Le Ran, Rabbeinu Nissim, qui est un des plus grands maîtres qui a vécu au XVe siècle, il dit la première femme de Kollel. Et il dit que vu qu'en Babel, les femmes avaient des métiers, alors automatiquement, les hommes avaient le droit de se marier et de dépendre et subvenir et vivre sur le travail de leurs épouses pour pouvoir aller étudier. Ça veut dire que le Ran vient de nous dire, on appelle ça en anglais un statement, une déclaration, que tous les étudiants de la Babylone, les élèves de Rav, les élèves de Shmuel, Abaye, tout le monde, la façon de faire était que la madame avait un métier et que sur ce métier qui nourrissait la famille, les hommes partaient de la maison pour pouvoir aller étudier. Le Pnei Yoshua nous dit même plus que ça, et je vous donne beaucoup d'informations, que non seulement ils étudiaient et ils vivaient sur le dos de madame, mais en plus c'est qu'ils quittaient les maisons pendant 2 et 3 ans, et même sans l'accord de leur femme, pour pouvoir aller grandir la Torah. Ça veut dire que ce concept-là, et cette pression sociale, elle ne commence pas aujourd'hui, elle n'a pas commencé à travers le Chazon Ish, et elle a commencé il y a déjà pratiquement plus de 500 ans. À savoir, est-ce que on a le droit de créer un système, à savoir que je sais pertinemment que je ne pourrai pas étudier la Torah sans avoir l'accord et l'appui et le soutien financier et moral de ma femme. Le Ran dit clairement que tous les étudiants de Babylonie, c'est de cette façon qu'ils arrivaient à la Torah. 500 ans plus tard, on peut voir grâce à quoi nous avons maintenu la Torah dans le peuple juif. Nous ne sommes pas possèdés comme le Yerushalmi, mais nous sommes possèdés comme le Bavi. Ça veut dire qu'on peut voir à travers la réalité que qui c'est qui a apporté la Torah dans le monde, ce sont ces étudiants qui ont vécu avec difficulté et ont pris leur femme à leur côté et qui ont travaillé et qui ont apporté la Parnassa, elle va pouvoir y arriver. Les exemples de Gemara que vous avez apportés sont des gens qui étudiaient en Eretz Israël. Donc on voit qu'il y avait différentes pensées entre Eretz Israël et Babylone. Mais je vous répondrai encore d'une différente façon. À l'époque, les Tanaïm, qui étaient des Kedoshé Elyon, des gens saints, avec une concentration extraordinaire, ils arrivaient à faire la part des choses, à étudier 2-3 heures, et d'aller l'après-midi, ou le matin, ou le soir étudier, et arriver à devenir quelque chose. Je suis dans une yeshiva, j'ai un collège d'Avrichim, ça fait plus de 25 ans. Croyez-moi, j'ai vu des dizaines de personnes dire « Rabbi, je vais aller travailler 3 heures et je vais continuer mon seder à pouvoir étudier pendant 10 heures par jour. » Ils partaient 3 heures, ils ne revenaient plus jamais. Le monde social et le monde extérieur est tellement prenant aujourd'hui que dès qu'on commence 1 heure, 2 heures, 3 heures, le téléphone, le email, le WhatsApp, l'Instagram, le Facebook, on est pris dans ce monde que la vérité c'est qu'on n'arrive plus à se sortir de ce monde. C'est vrai que si on vivait peut-être à Bénébrac
il y a 400 ans avec Rabbi Akiba, où on vendait 2 poulets et on arrivait à avoir la parnassa, ou à vendre 2 petites pierres et pouvoir y arriver, c'est possible. Mais aujourd'hui, il faut être conscient que c'est pas ça qui arrive. Aujourd'hui, un avrer, quelqu'un qui veut étudier la Torah, il doit avoir la concentration totale. Si on lui enlève, alors, automatiquement, il va pas y arriver. La réponse que je vous donnerai, c'est est-ce que le système est parfait? Non. Mais est-ce qu'on a le droit et le devoir, à cause des questions qui nous sont posées par le monde extérieur, où nous devons réfléchir comment maintenir la Torah ad vitam aeternam? Rabbi Chia, à son époque, quand il a vu que la Torah s'oubliait, il est parti chasser des cerfs, il est parti écrire la Torah, et il s'est assuré que la Torah ne va pas s'oublier. Aujourd'hui, le Yetzer Hara est tellement grand et tellement difficile qu'on doit dû s'assurer qu'on reste à la Torah. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas un mari qui étudie la Torah toute la journée. Personne ne les empêche de prendre quelqu'un qui ne va pas étudier. Personne ne les empêche de prendre quelqu'un qui est à mi-temps. Mais il faut savoir les risques du métier. On ne peut pas avoir un Talmid Chacham et de l'autre côté, avoir quelqu'un qui va travailler et avoir le même niveau. Donc chacun fera son choix. Qu'est-ce qui lui sera plus important? La Torah, l'éducation de ses enfants, la Kedusha de son foyer, ou sa BMW garée dans le parking. Et par rapport au choix que je fais, je prends mes conséquences. Rav Kremizi, une petite question. Il y a une histoire avec Rav Shach et Reichman. Okay? Une histoire très connue. Un milliardaire canadien, américain, canadien. Torontois. Torontois, après, c'était aux États-Unis. En tout cas, Reichman, les frères Reichman, où il lui a dit, écoutez, vous avez la chance de vous subvenir à des milliers d'avrechim. Il a dit, mais entre votre olam hazé et votre olam haba, en fait, il lui a dit un truc très beau. Il lui a dit, j'envie votre olam haba, parce que vous avez tellement de mérite d'avoir soutenu tellement d'étudiants de Torah, mais par contre, votre olam hazé, je l'envie pas du tout. C'est-à-dire que moi, le plaisir que j'ai chaque jour devant ma Gemara, il est incroyable. Du coup, j'en viens à ma question. Est-ce que finalement, ces gens qui ont un plaisir énorme dans la Torah, ils ne se détournent pas de la malédiction d'Adam Arishon? Kadosh Baruch Hu, il a jeté l'homme dans le travail. Est-ce que finalement, en amenant leur femme dans le travail, ils sont pas justement en train de se détacher de ça? Qu'est-ce que vous en pensez, Rav Sakoun? Très bien cette question. Alors, d'abord, une première chose. Tout ce qui est de l'ordre de la malédiction, le programme, c'est pas la peine d'en rajouter. Si c'est une mitzvah, bon, on fait. Si c'est une malédiction, oui, alors on essaie de la diminuer au maximum. On avait parlé. Diminuée complètement. On avait pas. Non, parce que quand on a un couple, les soucis de celui qui travaille et ils rebondissent aussi et sur celui qui en profite. Mais mieux que ça, regardez. On a parlé tout à l'heure des brachot. Vous connaissez comment est la femme qui accouche? Oui, ça fait mal. Un homme ne pourra jamais imaginer la douleur que c'est. Et pourtant, alors il existe aujourd'hui des moyens. Ça s'appelle la péridurale. Est-ce qu'une femme elle a le droit de faire la bracha boré péridurale? Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas la peine d'en rajouter. Pareil, et on a l'habitude à l'Yeshiva d'entendre tout le temps cette phrase du Rav Eliyahu Dessler, que le fait qu'il y ait maintenant ce que vous appelez la malédiction du travail, elle existe de toute façon. Donc il n'existe pas de système où on en soit détaché. Si on est dans un système où quelqu'un profite de l'autre, effectivement la question elle est là. Ça s'appelle, est-ce que, au travers de son plaisir, comme vous rapportez, il se détache? Ça s'appelle fuir ses responsabilités. Le but n'est pas de fuir sa responsabilité, mais de prendre la sienne. Et comme, de nouveau, si nous avons un accord et des gens qui adhèrent à ce système, comme le Rav a rapporté très justement, elle est presque indécente, cette question. Pourquoi? Parce que s'ils sont contents comme ça, et si c'est comme ça qu'ils se sont débrouillés, maintenant, à l'intérieur de ça, c'est un investissement. Vous êtes dans les affaires, vous comprenez ce que c'est un investissement. Un investissement, ça veut dire on met un fonds d'investissement, on veut avoir des résultats. Quand la femme prend le joug du travail pendant cette période, et qu'elle voit que son mari, vraiment, il est là, il se défonce pour l'étude, et il grandit, et il avance, elle a bien investi. Si, à l'intérieur de ça, elle voit que son mari profite, et qu'il a trouvé... Vous connaissez l'histoire des deux qui discutent? Il y a deux d'ethnies différentes. Un, il dit, moi, le matin,
ma femme, elle m'amène le café au lit. Elle est très fière. Et l'autre en face, il rigole. Il fait, mais pourquoi tu ris? Il fait, moi, le matin, toutes mes femmes, ils me prennent le lit, ils me l'amènent au café. Vous voyez, si c'est pour profiter, c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il va grandir. Il va grandir et il va lui montrer que son investissement, il en vaut la peine. Donc, il est hors de question d'imaginer que quelqu'un tire la couverture à lui. Mais c'est la question de toute personne qui va être assistée dans un État, quand il va y avoir des gens qui vont être aidés pour sortir d'une période et qui vont s'installer dans un système de protection et de profit. C'est pas juste. D'accord, mais c'est moins violent quand quand finalement les gens ils profitent, entre guillemets, de la main invisible de l'État que quand ils profitent de leur femme. C'est ça en fait la problématique. Depuis tout à l'heure, je vous dis, on ne profite pas de sa femme. On n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit. On n'a pas le droit de profiter de sa femme. C'est un investissement et c'est un accord. On en revient à la question Rav Kremezi, à savoir jusqu'où doit durer ou aller le partenariat. Parce que finalement, la question de la pression sociale est tellement forte, à Montréal, à mon avis, moins forte qu'à Jérusalem, mais en tout cas, une fille de Beth Yaakov qui ne va pas se marier avec un avraire, d'accord, c'est problématique. Tout d'abord, je voudrais peut-être reprendre un peu les propos de Rav Sakoun en disant que faut jamais oublier une chose, que la responsabilité véritable appartient au mari. Et ça, dans les yeshivot, j'ai grandi à l'Écoute il y a 27 ans déjà, et les rabbanim nous disaient toujours, et vous devez arriver en shidour et l'expliquer à votre femme clairement, que la responsabilité de la parnassa, elle appartient au mari. Et que la femme ne doit pas se sentir que ad vitam aeternam, toute sa vie, que tu auras 10 enfants, 8 enfants malades, on va te couper un pied, tu vas devoir travailler. Que le mari doit être prêt à savoir qu'à un moment dans sa vie, si pour X, Y raison, sa femme n'est plus dans la possibilité de pouvoir supporter la famille, il doit déjà être prêt à se dire que même si c'est le lendemain du mariage, que Barminan, ma femme tombe malade, ma femme m'a fait une dépression nerveuse, ma femme ne peut pas faire ce qu'elle pensait vouloir faire, même sans maladie, la responsabilité, elle revient au mari. On s'est engagé à la Ketouba, She'era, Kesuta, Veronata, ce sont des principes de Toranique que ni aucun chacham, ni aucun rabbin ne peut enlever. On peut demander à notre épouse, et comme a dit le Rav, on peut faire montrer à nos épouses qu'est-ce qu'on fait avec leur temps et avec leur argent. Je dirais un peu plus que qu'est-ce que ça veut dire être un avrer kolel. Souvent, les gens me disent, mais vous avez un certain montant d'argent, $1000, 800 euros, 1000 euros, pour étudier 6 heures par jour, ou 10 heures par jour. C'est pas un peu trop? Tout d'abord, il faut savoir qu'être un avrer kolel, c'est pas 10 heures par jour. C'est 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Et je m'explique. Imaginez-vous, nous avons un avrer kolel. Il étudie le matin, le soir, il va à la plage. Le soir, il va en boîte de nuit. Mais il dit, mais je suis pas dans mon horaire. Est-ce que vous comprenez bien que le jour où on est à Avrer Kolel, ça veut dire qu'on a pris sur nous de vivre une vie de Torah toute la journée. C'est où je vais en vacances. C'est quel âge je mange. C'est comment je me comporte. Je dois être un exemple pour ma société, pour ma vie, pour ma rue, pour mes amis. Ça veut dire que je suis plus le maître de qui je veux être moi-même, mais plutôt de la responsabilité que j'ai prise sur moi en étant qu'un avrer. Quand vous travaillez, vous avez un métier, vous travaillez de 9h à 5h. Votre patron ne vous demande pas qu'est-ce que vous mangez le soir, vous ne demande pas qu'est-ce que vous voyez le soir, vous ne demande pas où vous allez vous promener le soir. À l'opposé, peut-être, je ne suis même pas sûr, que peut-être on a enlevé un petit peu la kelala, parce on fait moins du travail physique, mais de l'autre côté, on l'a agrandi dans le temps, qu'elle n'est plus sur 8 heures par jour, mais elle est devenue sur 24 heures par jour. Un avrer kolel qui n'a pas un comportement qui est radieux, qui est magnifique à chaque moment de sa vie, c'est un véritable problème. Et je pense que chaque avrer kolel doit savoir et doit connaître qu'est-ce qu'il représente. Je ne représente pas seulement quelqu'un qui étudie, mais je représente Akadosh Baruch Hu dans ce monde et que je dois être l'exemple que chaque enfant qui me voit marcher dans la rue et qui va dire « Papa, ça c'est un avrer kolel, ça c'est avec qui je veux ressembler. » Moi j'ai ouvert un kolel avec mon frère, on l'a ouvert dans une école, il y a 7 ans de ça. Il y avait des petits-enfants. Est-ce que vous savez le nombre de petits-enfants de 3 ans
qui s'arrêtait pour voir les Avrichim et les Bachurim, et qui disait, papa, c'est ça que je veux devenir, c'est cette Torah que je veux avoir. Ça veut dire que quand quelqu'un, il étudie la Torah, et que cette Torah, elle éclabousse à l'extérieur, alors on n'a pas besoin d'aller enseigner. Parce que le fait même d'étudier correctement, alors on émet la met toujours. Il y a des gens qui ont, toute leur vie, vont jamais enseigner. Mais ils vont enseigner par le fait d'être une bonne personne. Et je pense que peut-être le Lilmod ou le Lamed, il n'est pas obligatoirement d'enseigner, mais il peut être à travers représentatif de qui je suis. Très bien, Rav. Alors, il y a une question à vous poser. Un petit instant pour rebondir sur la parole. Vous avez posé une question pour qu'on y réponde. Jusqu'où peut-on aller? Je vais raconter ce que m'a dit mon Rav, le Rav Ronstein, qui avait certainement entendu du Mashguer du Rav Wolbe. Jusqu'où peut-on tirer la corde? Alors la réponse était la suivante. Tant qu'elle sourit. Dès qu'elle commence à plus sourire, il y a déjà un signal d'alarme automatique qui s'est mis et il va falloir prendre le courage à deux mains et aller voir une personne compétente, c'est-à-dire le Rav avec qui on étudie ou les grands de la génération et leur parler. Et on va entendre des réponses qui sont des réponses très souvent surprenantes parce que on ne peut pas poser que des questions sur ce qui est l'image et le modèle qui est véhiculé dans la société, dans les médias. La Torah, ça s'apprend avec un maître. On va poser la question au maître. Et très souvent, la réponse, c'est que le maître va dire « Mon fils, si tu poses la question, ça veut dire que certainement, le besoin est déjà là. Alors, je vais t'apprendre. Prends un métier qui va te convenir. Un métier dans lequel tu vas t'épanouir. Un métier qui va respecter tes croyances. Et on aura même des conseils sur quel moment de la journée choisir pour étudier, par exemple. Mais il faut prendre le courage d'aller voir. Et le maître va par exemple dire, garde ton matin. Et l'après-midi et le soir, mets-toi et trouve quelque chose. Et prie, et tu vois. Donc la réponse, c'est jusqu'au sourire. Donc en gros, ce que vous dites, c'est que dès qu'une femme elle se sent débordée, d'accord, pour X raisons, de toute façon, on est dans du sensible. Elle peut avoir 12 enfants et pas se sentir du tout débordée, et un enfant, elle se sentir complètement... Et pas d'enfant du tout et débordée aussi. Ouais. Vous connaissez l'histoire à Bnei-Brak, les deux femmes, c'est une histoire vraie. Quand j'étais à Sabotka, j'ai vu cette histoire-là. Il y avait un banc avec deux femmes qui parlaient, et j'étais à côté, j'écoutais, il y avait des enfants de partout, et la première, elle dit à la deuxième, elle dit, tu sais quoi, jusqu'à 12 enfants, je ne sais pas pourquoi, c'était facile. Le 13e, il meurt en chèvre. Et l'autre dit, c'est dingue ce que tu dis, parce que moi, c'est avec le 14e. Oui, et que la limite, elle est donnée à chacun. Mais Inechinami, aujourd'hui, depuis le début du mariage, comme vous avez dit, eh ben, elle résiste pas. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas profiter? Avoir le courage de se prendre par la main et d'aller, soit avec sa femme, soit tout seul, d'aller poser la question à un grand. Pas de lire les livres ou pas d'entendre ce que les copains ont dit, mais d'aller poser vraiment la question et vous allez voir les réponses. Vous allez voir le degré de douceur qu'il y a chez les maîtres, les grands maîtres, les vrais maîtres, quand ils entendent la question. Je voudrais juste, avant que je dise quelque chose, si vous me permettez, que beaucoup d'erreurs des maisons où malheureusement la femme perd le sourire. Et ça, on le trouve souvent. L'erreur ne vient pas de la madame. Elle a énormément, la femme, appris avec cœur vouloir étudier la Torah et de supporter son mari. Mais l'erreur provient du mari. Que quand il rentre à la maison, il peut être à la maison pour 1 heure ou pour 2 heures. Est-ce qu'il a un sourire quand il revient de son kollel? Est-ce que quand il arrive à la maison, il fait partager à sa femme, à ses enfants, le bonheur qu'il a eu? Est-ce que quand il a du temps libre, est-ce qu'il lit un Tintin ou il prend une Gemara? Est-ce que quand il est en vacances pendant le Ben Azmanim, est-ce que sa femme, elle voit un changement qui va être positif, qu'elle dit, ok, ça vaut l'investissement que je travaille toute l'année? Ou quand le mari revient du kollel pendant le Ben Azmanim, il se lève tous les matins à 10 heures, et la femme elle dit, mais je comprends pas, moi j'ai pas 3 mois de vacances, moi j'ai pas le mois de Sukkot, moi j'ai pas le mois d'août, moi j'ai pas le mois de Elul, et mon mari, quand il a 3 mois, lui à la place de m'aider et de me faciliter la tâche, pendant les mois qui lui sont donnés en vacances pour aider la famille, il profite pour faire des choses qui sont peut-être pas très honorables. Alors je pense que si un homme, quand il est au kollel, qui sait prendre son temps, que chaque jour quand il arrive à la maison, il sait faire partager à sa femme le bonheur. Et le Rav Simcha Cohen dit toujours qu'il y avait un jour 2 avrechim, où il y avait un d'entre eux, sa femme voulait qu'il lâche le kollel. Et il y avait un autre qui la faisait beaucoup plus longtemps que lui, qui était au kollel et il parlait jamais d'arrêter le kollel.
Alors il a voulu aller voir son ami, lui demander, mais c'est quoi ta recette? Alors il arrive chez lui et sa femme lui dit, désolé, mon mari n'est pas encore là, attends-le à la salle à manger. Et le mari arrive quelques minutes plus tard, il avait des paquets de bonbons. Et il dit, les enfants, venez vite. Il dit, pourquoi papa? Et il dit, aujourd'hui, j'ai tellement bien étudié, c'était tellement doux dans ma langue, que j'ai voulu amener des bonbons pour que vous compreniez ce que c'est la douceur de la Torah. Quand l'ami a compris que la différence de lui quand il arrive à la maison, il est toujours tcharbeb, il est toujours mchenef, il est toujours triste, il amène jamais la Torah à la maison, c'est sûr que sa femme et ses enfants vont perdre de sourire. La question c'est aussi pas à combien la femme elle va supporter, c'est très souvent à combien nous, en tant qu'avraire, parce que Baruch Hashem, on étudie toute la journée, on s'appelle encore d'Avrichim, on amène ce sourire à la maison, on fait montrer à nos femmes, à nos enfants la beauté, à combien on veut leur faire partager le bonheur et la vie de tous les jours. Alors une personne qui va nous voir heureux, qui va voir cette positivité à la maison, elle va jamais vouloir la quitter. Mais si la madame travaille, elle s'épuise, s'occupe des enfants, et en plus elle a un mari qui est tcharbeb et qui est mchenef, alors croyez-moi, j'arriverai difficilement à écouter et à comprendre qu'elle pourra même tenir même un mois de sa vie à pouvoir faire autant de sacrifices. Alors justement, à cet égard, c'est intéressant de voir la différence qu'il y a dans la vision entre les chassidim, d'accord, ce que j'ai essayé d'exposer au démarrage, et finalement ce qu'on appelle le Olam Torah plus classique aujourd'hui. C'est très intéressant. Et parce que finalement ce que vous dites, chacun d'entre vous, c'est que c'est un sacrifice que fait la femme sur un mode de partnership, d'accord, vous voyez, un partenariat, qui va permettre finalement aux deux de s'élever parce que chacun va se donner pour la Torah. Maintenant, alors ça veut dire quoi? Que les chassidim, eux, ils ont un partenariat limité? D'abord, il faut savoir que... Je me permets de vous poser la question à vous parce que je sais que vous êtes plus proche de ce monde-là. J'ai grandi dans les écoles chassidim aussi, Baruch Hashem. Mes rabbanim sont chassidim et j'ai grandi avec eux. D'abord, il faut savoir que je ne connais pas tellement en Israël parce que je ne connais pas le monde israélien. Mais de ce que vous dites, c'est plutôt le monde chassid. Chez les chassidim, il y a plusieurs chassidouyot. Il y a par exemple Satmar, où eux, véritablement, à très court terme, ils vont travailler. Il y a d'autres chassidoutes qui vont rester beaucoup plus longtemps au kollel, comme Skver, Belz, et ainsi de suite. Donc je ne connais pas en Israël, mais je peux vous dire en Amérique. Donc il y a certaines différences aussi chez les chassidim. On va dire que la moyenne moi je connais bien, pour le coup, j'adore ça et je me balade entre toutes les chassidoutes. La moyenne en Israël, c'est 5-7 ans. Okay. Pour les chassidim. Après le mariage. Chazak. Ça, c'est la moyenne. En Amérique, chez les Satmar, c'est beaucoup plus tôt. Et chez les autres, ça reste dans 5-7 ans. Vous avez raison. Et 5-7 ans, c'est la moyenne. En fait, ils partent du principe que dès qu'ils arrivent à 3-4e enfant, la femme ne peut pas tenir seule. Et plus que ça, parce qu'il y a un point que vous n'avez pas cité, qui est un point intéressant. C'est jusqu'où l'homme, il peut faire fi de difficultés financières. Parce que, alors en Israël, parce que les Israéliens sont très pragmatiques, d'accord. En Israël, on pousse de plus en plus vers les métiers qui rapportent vraiment, d'accord. Ça veut dire que si vous allez chez Intel, par exemple, c'est très intéressant à Chotzvim, il y a un espace entier pour femmes. La cuisine, elle est pour femmes. Le plateau entier, il n'y a pas un homme. Et en fait, toutes les femmes, parce qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement beau en Israël, c'est que pour le coup, les hommes participent énormément à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes, le système est pensé comme ça. À 7h du matin, les femmes elles commencent à travailler. Donc les enfants, les maris préparent les enfants, les emmènent au GAN, à l'école, etc., etc. La femme bosse non-stop, 7h du matin, elle mange devant son ordinateur. Elle est devenue entre-temps une grande développeuse parce que c'est ce qui rapporte le plus, d'accord. Et du coup, en parallèle de ça, à 3h, 3h15, elle finit sa journée. Donc elle a fait elle-même 7h, 3h15, non-stop. Et derrière, entre-temps, le mari a été le chercher à l'école, a fait à manger, a servi à manger à tout le monde. Et dès que la femme elle revient, 3h30, il repart au collège. Donc il y a, pour ceux qui ne connaissent pas ce monde-là, parce qu'il y a quand même, les maris sont extrêmement, extrêmement présents et aident, etc. Et du coup, extrêmement reconnaissants du fait qu'ils puissent étudier grâce au sacrifice de la femme qui, quelque part, s'est dénaturé, être sorti, etc., fort pour justement qu'ils puissent étudier. Si vous allez à l'écoute, par exemple, à 8h30, c'est impressionnant. Vous voyez des milliers d'hommes avec des bébés. Quasiment aucune femme avec des bébés. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez dit, les mamans travaillent. Et qui c'est qui dépose les enfants dans les écoles? Mais pas par dizaines, par milliers. C'est que des papas avec des poussettes qui arrivent. Donc c'est vraiment, ça suit exactement le même principe. Je pense que dans le monde chassidique, nous avons une question qui est fondamentale
et que cette question, elle est véritablement très profonde dans le judaïsme. À savoir qu'on sait qu'on a un principe qui s'appelle Kvod Bat Melech Penima. L'honneur de la femme est à l'intérieur. Plus une femme, dans la Torah, elle est tsnoua, et plus la Kdusha, dans la maison, elle va résider. La différence que nous avons, à savoir, quand j'ai ces deux principes qui arrivent, le premier principe, Kvod Bat Melech Penima, de l'autre côté, l'étude de la Torah. À savoir, quand je vais devoir débattre entre les deux, est-ce que je peux risquer la Kedusha de mon épouse pour pouvoir aller étudier plus longtemps, ou bien je dis non, l'étude de la Torah, après un certain moment, il doit passer au second plan, et le plus important, c'est de garder l'honneur de ma femme et la Kedusha que ma femme apporte en restant à la maison, à travers, en s'occupant de mes enfants. Et là, nous avons deux pensées totalement qui vont se séparer entre le monde litaï et d'autre côté dans le monde chassidique. Dans le monde litaï, ils vont vous dire, et je suis pas, c'est pas moi qui le dis, que la Kedusha de la Torah, l'étude du mari, elle va protéger la maison, et qu'elle va protéger la femme, et qu'elle va apporter peut-être le manque que la femme en étant dehors de la maison, qu'elle sera moins à l'intérieur, elle va combler le manque, à travers l'étude de la Torah. Dans le monde chassidique, ils vous disent, ça s'appelle même peut-être, je veux dire un gros mot, une grosse expression, peut-être même une mitzvah ba'avera. Comment tu peux créer une mitzvah sur le dos de quelqu'un d'autre? Tu as une obligation de travailler, tu as une obligation d'étudier, tu as une obligation d'être un bon juif, c'est vrai. Mais en quel moyen il te permet de faire un choix quand ce choix va dépendre sur le dos de l'autre? Et c'est pour ça que dans le monde chassidique, et vous prendrez même le Rav Shevet Halevi Vosner, il pose ces questions. Et il dit, qui c'est qui donne le droit à des familles d'envoyer leurs femmes être secrétaires chez des hommes pour pouvoir étudier la Torah? Ça veut dire que quoi? Que la question, elle est basée, est-ce que l'étude de la Torah, elle est plus importante? Ou bien le fait de protéger sa femme et la Kedusha à la maison? Chacun de nous, nous ne sommes pas à la hauteur, je ne pense pas avec le respect que je nous dois à nous tous ici, que nous ne sommes pas à la hauteur de trancher cette question. Nous avons des rabbinim. Nous avons des rabbinim et chacun de nous doit suivre son rav. Le rav, le havrer, doit demander la question à son rav. Le séfarade à son rav. Et le chassid à son rav. Et à travers la réponse que son rav lui donnera, Akadosh Baruch Hu lui enverra le shefa. Est-ce qu'il mérite ou il est moins méritant? Alors, pour poursuivre, Rav Sakoun, Oui. c'est écrit dans Un petit plusieurs instant. Admourim qui disent justement, pour rebondir sur ce qu'a dit, et pour vous laisser la parole du coup, pour rebondir sur ce qu'a dit Rav Kremizi, que justement, laisser, les Admourim, que laisser une femme travailler, alors même que la famille vit des moments difficiles, c'est Avodat Parer. Plus fort encore. Avodat Parer. Exactement comme en Égypte, de faire travailler les femmes et que les hommes, c'était où on inversait le Non, travail. mais il y a un point fondamental qu'on oublie. Le débat sur la Gdoucha, on entend. Mais une maman et des enfants, jusqu'à quand elle va être séparée des enfants? Elle ne va les voir que quand elle revient du travail. Il y a un moment où l'organisation de la famille, les enfants qui grandissent, les requêtes et les besoins qu'ils ont, ils parlent. Alors la Gdoucha de la femme, regardez selon ce mode ou ce monde-là, d'accord, mais avant tout, ces femmes-là et ces hommes-là vont dans le sens de faire des belles familles. Vous verrez que c'est ce qu'on appelle ici en Eretz Israël les Mevouachet Yeladim, il y a beaucoup d'enfants. Pourquoi il y a beaucoup d'enfants? Parce qu'on considère un bébé qui arrive comme une bracha. Et donc, on réfléchit à deux fois. Et donc, en général, ce sont des familles avec beaucoup d'enfants. À part la charge financière, à part envoyer la femme à l'extérieur, on pourrait très bien développer, avec des gens capables comme vous, des systèmes économiques, des systèmes de monde du travail où la femme travaillerait beaucoup plus de la maison. C'est pas impossible. Aujourd'hui, ce qu'on fait au bureau, on va très rapidement pouvoir le faire de la maison. Mais les enfants, qui va être là pour les enfants? Il faut bien qu'il y en ait un des deux qui soit là. Et tout le monde sait bien que c'est mieux quand il y a les deux. Donc quand on arrive à un moment où les enfants grandissent, et chaque enfant c'est un monde en lui-même, et chacun est différent, et chacun il a ses besoins. Qu'est-ce que fait une femme qui va travailler quand son petit il est en pleine crise?
et que tous les jours elle a un téléphone, que ça va pas. Il va bien falloir qu'elle soit là. Donc avant de regarder la place de la Gdoucha et le fait que la femme aille travailler dehors, qui est une question qui touche tous les milieux, il y a ça. Sur le Vous dites point... quoi ? En gros, vous dites qu'il y a un principe de réalité. Bien sûr, d'abord il y a un principe de réalité, et c'est une société en plein essor, en plein mouvement. Ce sont des réalités économiques. Ces femmes-là sont extrêmement capables, très dévouées, très travailleuses. Dans le marché de l'infographisme à Tel Aviv, les plus grosses boîtes, oui, c'est connu, ne prennent que des femmes d'Avrechim. Pourquoi ? Elles sont sérieuses, elles sont motivées, elles travaillent, elles mentent pas, elles volent pas, elles abattent le travail. En termes économiques, le travail de 2 jours de quelqu'un d'autre en 1 jour et demi. Donc c'est une bracha. Maintenant, rien ne n'empêche de développer et de faire que une femme soit plus à l'intérieur de la maison. Maintenant, sur le point des Chassidim et des Litaïm, il y a aussi une notion, c'est que le travail est-il tabou ? Chez les Chassidim, qui se revendiquent tous de l'enseignement du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il a développé, on peut chercher et trouver la divinité partout. Et plus c'est loin, et plus il y a des lumières à aller chercher. Dans le travail, un vrai chassid, il va faire une avodat Hashem, il va travailler, mais il va libérer des mondes, il va faire briller des lumières. Ce point-là est très développé, c'est-à-dire qu'il y a dans le travail pas seulement l'intérêt financier, mais il y a le fait de se réaliser. Et l'étude de la Torah aussi. Dans le monde que vous décrivez, qui sont à l'origine de ces questions-là, c'est vrai qu'il y a un respect et un respect très 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 profond pour l'étude. C'est aussi la question de savoir est-ce que un avraire qui va sortir du travail, est-ce qu'il doit marcher la tête basse et avoir honte parce que finalement il est plus au Kollel, ou est-ce qu'il est aussi en train de se réaliser? Ces 2 courants qui sont des courants des courants qui sont très très forts et on oscille entre les 2. Maintenant, je vais aller plus loin que ça. Mhm. Est-ce que fondamentalement, il n'y a pas un risque, et j'imagine que l'un comme l'autre, vous l'avez déjà vécu, qu'on arrive à des problèmes de Shalom Bayit, parce que la femme, quelque part, elle devient la source du pouvoir financier, et elle peut dévaloriser son mari. Alors, C'est une vraie question. écoutez cette histoire. Il y a peut-être, vraiment, ça fait maintenant une bonne paye. Il y avait le Majgir, il y avait le Rav Wolbe qui assistait à un mariage. Il était très 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 fin, très vif comme ça. Et dans le mariage, les Bachorim, ils ont plaisanté. Au lieu de chanter comment on chante et comment on danse devant la Kala, ils ont dit comment on chante et comment on danse devant le Khatan. Bon, c'est passé inaperçu. Le Rav a fait après un cours, il en a parlé pendant très longtemps, il a fait. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a comme le constat d'une réalité qui change? Est-ce que c'est pas maintenant le mari qui se trouve déconsidéré et qui aurait besoin d'être considéré? De nouveau, quand on parle d'un accord et qu'on parle de quelque chose qui se vit bien, si on avait par exemple, imaginez ce cas, on est aujourd'hui quelqu'un qui est un génie et qui est un chercheur. Et il est en train de mettre au point, ça y est, il va mettre au point un vaccin contre une des maladies Hachem Ishmor dont on ne dit pas le nom. Vous êtes d'accord qu'on va tout faire pour qu'il puisse être là-dedans et réussir. C'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que, de nouveau, si on touche comme un complexe, ça veut dire que la valeur maintenant, elle n'est plus sur la Torah qu'on amène ou qu'on développe ou qu'on fait grandir dans la famille, mais c'est un autre critère social. Si c'est un autre critère social, alors effectivement, dans le social, celui qui a la plus grande paye, c'est lui qui commande. Vous voyez, est-ce qu'on ne touche pas une inversion des valeurs, une inversion des natures? C'est la question qui posait le Rav. C'est d'actualité. Après-midi. Alors, tout d'abord, je pense que le Rav a dit quelque chose de très intéressant. Dans le monde l'Itaï, ils vivent avec un safek permanent. Je vais vous raconter juste une petite histoire que ça va véritablement imager bien la chose. J'avais un avraire qui étudiait avec nous au Kollel et qu'un jour il a voulu devenir rabbi dans une école. Il enseignait bien, mais il avait toujours le sentiment d'avoir quitté le Kollel trop tôt. Donc dès qu'il finissait l'enseignement, il courait au Kollel comme si qu'il avait manqué quelque chose, comme si qu'il avait été un vagabond d'avoir quitté le Kollel. Et le matin, il arrivait 1 seconde avant, Chave Shalom d'arriver 1 minute plus tôt, peut-être partir 1 minute plus tôt qu'1 minute plus tard. Et un jour, je lui ai dit, regarde, je pense que tu fais une erreur et tu devrais aller demander à Rav Steinman
à savoir est-ce que tu dois rester au collège ou aller à l'enseignement. Alors je lui arrange le rendez-vous avec Rav Steinman et il rencontre Rav Steinman. Rav Steinman lui dit reste dans l'enseignement, quitte le collège. Il part, il m'appelle, il me dit qu'il faut Rav Steinman me dit de rester dans l'enseignement. Mais je ne crois pas que Rav Steinman a véritablement compris mes propos. Je voudrais un deuxième rendez-vous. Je lui arrange un deuxième rendez-vous. Et là, il réexplique. Rav Steinman, je t'ai déjà expliqué hier, faut que tu arrêtes. Il me dit ok. Il me rappelle, il me dit mais j'ai oublié encore quelque chose. Je veux le voir une troisième fois. Je lui arrange un troisième rendez-vous. Et à la fin, le Rav Steinman dit mais ça suffit, tu perds mon temps. Et là, il revient à Montréal, il me dit je crois pas que Rav Steinman a compris, j'arrête l'enseignement, je repars au collège. Un chassid qui aurait demandé à son maître et à son Rav, Rabbi, qu'est-ce que je fais? J'enseigne, j'étudie au collège. Il n'y a plus de safek. Il suit son maître à sang et à feu et il va jamais regretter. Le monde Itaï vit dans un monde de safek que toute sa vie, il va douter de lui-même et douter de sa décision, et c'est pour ça qu'il n'est pas chalem avec lui-même. C'est pour ça que on peut dire chez nous, non, mais parmi les meilleurs enseignements, celui-ci, recevez-le en thérapie. Celui-là, en hébreu, on l'appelle yeshlo nervim, c'est-à-dire c'est phobique, c'est un comportement phobique. Ça veut dire c'est l'histoire de l'histoire de l'homme qui a fait une psychothérapie. Il avait peur qu'il y ait quelqu'un sous son lit. Alors il a été chez un psychiatre à New York. Il a dépensé des fortunes chaque semaine pendant des années, ça n'a jamais marché. Et puis un jour, il va plus chez le psychiatre. Et le psychiatre le rencontre un jour dans la rue, il fait « mais enfin, on a arrêté le traitement ». Il fait « non, c'est bon, j'ai plus besoin ». Elle dit « comment ça, j'ai plus besoin ?»« Oui, le monsieur de la pizza, il m'a arrangé ça ». Elle a dit « pourquoi ?» Il a dit « bah, qu'est-ce que c'était ma peur ? Je me couchais, j'avais peur qu'il y ait quelqu'un sous le lit. Alors je me recouchais, mais après j'avais encore peur qu'il y ait quelqu'un sous le lit. Alors je ne dormais pas la nuit. Mais un jour, le monsieur de la pizza, quand il est livré, il a dit « vous avez une scie ?» Il m'a scié les pieds du lit, il n'y a plus personne sous le lit, je suis guéri. Celui-là, c'est phobique. C'est-à-dire que, non, chez tous les maîtres, chez toutes les tendances, quand on va voir son rave ou son rébeu, ou on écoute ou on n'écoute pas. La règle, c'est qu'on écoute. Ouais. Mais je pense que dans le monde chassidique, quand ils arrêtent et qu'ils font cette décision, ils ont cette shlemut avec eux et ils sont capables de rentrer à 100%. Chez nous, je peux voir que les meilleurs rabbis, il en reste que ça reste les chassidim parce qu'ils ne regrettent pas leur décision. À l'inverse, beaucoup de personnes, et même des séfarades, qui ont fait cette décision dans le monde séfarade itaï, sont toujours en permanence avec ce regret. Est-ce que c'est possible que je suis parti un an plus tôt? Et ils restent pendant 10 ans avec ce safek, et malheureusement, ils vivent 10 ans d'enfer. Je pense que à Emouna, croire son rave, croire son maître, comme le Rav a dit, que, mon cher collègue, que si on a demandé, on doit y aller, et on oublie, on avance, et ça donnerait énormément de paix dans le foyer. Quand il arrive à savoir est-ce que les femmes et les hommes amènent des problèmes de shalom bayit, oui, ça peut amener des problèmes de shalom bayit quand les femmes gagnent plus d'argent que les hommes, parce que les hommes ne savent pas toujours régler et n'arrivent pas toujours à comprendre véritablement que quand leur femme, elle gagne de l'argent et qu'elle en gagne plus que eux, parce que s'ils font $500 au collège et que leur femme en ramène 3000, je pense que même si halachiquement on pourrait trouver à dire que l'argent appartient au mari, et je suis même pas sûr que c'est vrai, mais même si ce serait vrai, je pense qu'il y a un derech eretz très important à avoir, que quand le mari fait des décisions financières, à en parler à sa femme, à communiquer à sa femme. Et malheureusement, énormément de problèmes, c'est quand les femmes, elles viennent nous dire, elles nous disent, Rabbi, mais il ne respecte même pas. J'amène l'argent, il va, il achète, il fait, et c'est là que les problèmes se créent. Mais je ne pense pas que si un mari gagne plus, ou une femme gagne plus, on est là à partager notre vie, et on partage toute notre vie. Mais je pense qu'il y a un manque de respect par un des deux couples, c'est ça qui allume des mèches, et quand les mèches sont allumées, il est très difficile par la suite de pouvoir éteindre ces mèches et ce feu qui est parti dans le foyer. Alors, Rav Kremezi, juste pour préciser, il y a une Gemara, d'accord, qui explique en fait que un homme ne doit pas compter sur la parnassa, la bracha de sa femme, parce qu'il n'y a pas de bracha là-dedans. Il n'y a pas de bracha pour l'homme de compter sur la parnassa de son mari. C'est très difficile, cette Gemara avec le monde du collège, c'est très très difficile. Ou c'est très difficile même pour les chassidim pendant quelques années.
Parce que la parnassa, elle vient pas. La parnassa, c'est vrai qu'elle vient chez la femme, mais quelqu'un qui étudie la Torah, il a une bracha exceptionnelle. Et permettez-moi de vous raconter une petite histoire que Rav Shach raconte. Il y a un jour un homme qui est parti voir le Rav Shach, il lui dit: Rav, j'arrive plus à étudier, ça devient difficile, beaucoup d'enfants, je voudrais aller travailler. Le Rav Shach lui dit: qu'est-ce que tu vas faire comme métier? Je vais faire tel métier. Combien tu vas gagner? X montant. Rav Shach a dit: non, ne va pas travailler. Par la suite, il n'a pas écouté, il est parti travailler. Et par la suite, le frigidaire s'est cassé, la machine à laver s'est cassée, le machine à sécher s'est cassé, tout se cassait à la maison. Alors il est parti voir le Rav Shach et a dit: Mechilak, Vodarav, je pense que vous avez été makpid sur moi et toute ma maison s'est cassée. Je vous demande de me pardonner. Et le Rav lui dit: non, mon fils, sache que quand on est à Vrer Kolel, on a une certaine bracha. La Torah, elle amène que le frigidaire, il dure pas 5 ans, il dure 20 ans. La voiture, elle dure pas 10 ans, elle dure 20 ans. La machine à sécher, Akadosh Baruch Hu nous fait vivre d'une différente façon. Je savais pertinemment que le jour où tu arrêterais d'étudier, par rapport à ce que tu gagnerais, il n'y aurait pas assez d'argent pour repayer tout ce qui allait se casser. Si tu avais eu un salaire à exorbitant d'argent, peut-être. La bracha ne provient ni de l'homme, ni de la femme. La bracha provient du shalom et de la shlemut entre l'homme et la femme. Quand l'homme étudie la Torah correctement et que la femme le fait de plein cœur, alors Akadosh Baruch Hu, il amène la bracha. Quand le mari respecte sa femme, mais si le mari étudie et la femme ne respecte pas son mari, alors il n'y a pas de bracha qui vient. Si la femme va travailler et que le mari ne respecte pas sa femme, ils n'auront pas de bracha. La bracha, la Torah dit: Ish veisha, shalom, sharoui benehem, alors ils ont la bracha. Il faut qu'il y ait du shalom. C'est ni l'homme ni la femme. C'est pas ni l'un ni l'autre. Et ça, on va être conscient à chacun de nous que je fais ma part, tu fais la tienne, et que chacun remplit notre mission. Alors Akadosh Baruch Hu nous donne à nous deux un kéli qui s'appelle la bracha. Rav Khemezi, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Pour répondre à notre question, que justifie que la femme travaille pour que l'homme aille étudier? Il faut une équipe. Et finalement, quand l'équipe fonctionne bien et que chacun a une grande simcha de jouer son rôle, à ce moment-là, effectivement, comme disait Rav Sakoun, la question ne se pose plus. Puisque, en fait, naturellement, la femme, elle a ce plaisir d'aller faire grandir son mari par l'étude et de lui donner les capacités d'aller travailler. Chazak Obaruch Vodarabanim, merci beaucoup. Ah! Un instant, j'ai envie de vous lire quelque chose. Vous m'avez transmis les questions depuis la semaine dernière. Franchement, j'y ai réfléchi, j'ai ouvert des livres, j'ai discuté, j'ai fait des sondages, j'ai interrogé les petites vieilles, les avrechim, les balébatim. Et puis, à Haron Haviv, j'ai envoyé les questions à ma femme. Alors, d'abord, moi, ça m'a mis une semaine à réfléchir, mais elle a lu 4 minutes, elle a dit « Ah, c'est les questions débattues ?» Eh bien, c'est facile. La réponse, dans l'ordre des questions qui ont été posées, c'est qu'en fait, ils ont tous voulu étudier à plein temps et pas tous n'ont réussi. Voilà pourquoi aujourd'hui, oui, eh bien, c'est pas tout le monde qui étudie, mais une minorité. Mais aujourd'hui, les Kolélim sont cette minorité qui a permis au monde juif de rebaigner dans sa chère Torah. D'immenses brachot sont promises à tout celui qui s'adonne à l'étude à temps complet, réalité matérielle et spirituelle dont tout Avrer pourra traiter très loin. Quant au problème de Shalom Baït, etc., 3 petits points, la Torah donne assez d'intelligence à chaque couple qui sacrifie sa vie aux merveilles de notre Torah pour que l'homme sache dire merci et bien plus à sa femme et pour que la femme respecte son Talmid Chacham de mari, etc., etc. Voilà, je voulais vous faire participer d'un avis féminin dans cette émission d'hommes. Voilà, Kavod. Des bonnes nouvelles, à très bientôt pour un prochain rabbin dans la cité. Que des bonnes choses.